bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. C'était l'un des sujets phares du sommet de Bratislava vendredi dernier. D'ailleurs, le seul susceptible de faire l'unanimité auprès des 27 et des concitoyens européens, la défense et la sécurité. Alors certes, on a remis sur la table des vieux thèmes, des idées ressassées depuis le lancement officiel de la politique de défense en 1999. Mais jusqu'à présent, ces pistes n'avaient pas abouti en raison de l'opposition farouche des Britanniques qui refusaient que l'Union européenne vienne concurrencer l'OTAN. Alors maintenant qu'ils quittent le club européen, on peut reparler d'un centre de commandement et de coordination des opérations à Bruxelles ou encore de mutualisation des efforts industriels. Pas question d'évoquer à ce stade une armée européenne qui fait peur, faute de réelle volonté des États et surtout de moyens aussi financiers pour un tel projet. Le tandem franco-allemand est à l'initiative sur ce thème. Sera-t-il suivi par les pays de l'Est? Nous allons en parler en compagnie de nos invités. Jacek Saryusz-Wolski, bonjour. Vous êtes député européen de Pologne. Alors justement, c'est un pays qui va compter quand on devra parler de défense. Ancien ministre des Affaires européennes. Vous êtes face aujourd'hui à Strasbourg, ici même, où nous nous trouvons. C'est votre maison mère, en quelque sorte, général Philippe Sommer. Vous êtes en effet ancien commandant en second de l'Eurocorps. On va parler justement de tous ces efforts qui ont été pour rassembler les armées au sein d'un corps européen. Et puis Gilles Pargneaux, député européen également des socialistes et démocrates français, est à nos côtés. Alors, départ des Britanniques, je le disais. C'est une armée de 200 000 hommes, un budget annuel de 42 milliards d'euros. C'est une grosse perte? Non, c'est une opportunité. Je crois que si nous voulons mettre en œuvre dans les prochaines années, je pense que c'est une nécessité, l'Europe de la défense, eh bien, le départ des Britanniques est une opportunité, puisque ce sont toujours eux qui ont été là pour refuser cette construction militaire au sein de l'Europe. Par contre, on le sait, les Britanniques, c'est une grande armée au sein de l'OTAN, et nous continuerons et nous devons continuer à avoir des partenariats avec l'armée britannique. Et je crois que d'ailleurs nous devons construire un pilier européen à l'intérieur de l'OTAN. Jacek Saryusz-Wolski, les Britanniques, ils ont envoyé des frégates dans l'opération Atalante contre les pirates somaliens, un petit peu l'opération Sophia, mais en vérité, ils ne participent pas tant que ça finalement, d'ores et déjà à la politique de sécurité commune. Donc ça ne fait pas beaucoup de changements ou si? Je pense que le départ des Britanniques, c'est une grande perte. C'est beau et bien d'avoir le centre de commandement, il faut le construire, mais il faut des soldats. Et c'était surtout les Britanniques qui étaient prêts à envoyer leurs soldats. Donc nous sommes plus faibles sans Britanniques au sein de l'Union. Il est important de sauvegarder cette ligne, discuter avec eux, que la défense européenne doit être complément, pilier de la défense de l'OTAN, et pas quelque chose qui doit être un substitut, mais un complément. La proposition franco-allemande est trop modeste. Et inambitieuse et supportée fortement par les pays de Visegrad, y compris mon pays, pas la Pologne. C'est très récent, hein. Alors on va en parler bien sûr. Mais en vérité, quand on dit dans la proposition franco-allemande, ce qui retient notre attention générale, c'est en effet qu'on reparle de la création à Bruxelles d'un quartier général européen, un projet auquel Londres s'était toujours opposé. Oui. Qu'est-ce que ça change un quartier général européen concrètement? Expliquez-nous un petit peu. Alors un quartier général européen, je pense, là encore, je vais être plus modeste. Ce sont des mots encore, de dire qu'il faut un grand quartier général européen. Je suis tout à fait d'accord. Faut-il commencer en voyant très haut? Nous avons déjà à Strasbourg l'Eurocorps. L'Eurocorps, c'est déjà une structure de commandement intégrée, qui est à la fois pour l'OTAN et pour l'Union européenne, avec tous ses moyens de commandement et de planification, avec une capacité d'engerber, de commander une opération avec des moyens peut-être même aériens, capacité de planification aérienne. Alors on veut faire un grand commandement à Bruxelles. Ça a beaucoup servi, vous dites? Ça a beaucoup servi? Ah oui, le corps européen est engagé plusieurs reprises. Oui. Dernièrement encore en Afghanistan, oui, au sein de l'ISAF, dont il assumait la principale composante. Alors, on a dit beaucoup de choses tout de suite. On a dit le plan Pleven, le retrait, le refus de la conception de l'Europe de la défense en 1954. On ne va pas revenir sur ces époques-là. En revanche, il y a beaucoup de confusion. On confond
Ce que disait d'ailleurs Monsieur le ministre, des hommes, nous avons besoin de soldats. Attendez, nous ne sommes plus durant la Première Guerre mondiale. Et la grande erreur, c'était de décider au sommet d'Helsinki, je me rappelle, c'était je pense en 2000 ou en 1999, de décider de mettre en permanence à la disposition de l'Europe 60 000 hommes. Mais 60 000 hommes, ça ne veut rien dire. Force de réaction rapide qui a été une des grandes ambitions. Mais 60 000 hommes, est-ce que ce sont 60 000 fantassins? Non, il faut raisonner en termes de capacité. Et c'est ce qui manque à l'Europe. Alors, pour faire le point, justement, rappelons que la défense européenne était aussi à l'honneur du discours de Jean-Claude Juncker sur l'état de l'Union mercredi dernier. C'était dans l'hémicycle qui se trouve juste derrière moi à Strasbourg. Pour en savoir plus sur l'état de cette défense européenne, je vous propose de découvrir ce reportage signé Anaïs Guérard. La défense européenne, elle existe déjà à l'état embryonnaire. Pas d'armée, mais une politique de sécurité et de défense commune. Actuellement, 3049 soldats sont d'ailleurs, à ce titre, engagés sur 5 opérations militaires en dehors de la zone de l'Union. En République centrafricaine, une mission de stabilisation est toujours en cours, tout comme en Bosnie où le maintien de la paix est assuré depuis 2004. Quand vous arrivez en rang, la formation est un peu trop serrée. Des formations militaires sont délivrées au Mali et en Somalie. Toujours en Somalie, sur les côtes cette fois, la navale est en action depuis 2008. Le principal pays à avoir les moyens et la volonté politique de projeter ses troupes en Europe demeure la France. Dernières interventions, le Mali et la Centrafrique. Mais une troupe aussi qui atteint les limites de ses capacités. La raison des coupes ramenant le budget de la défense à 1,8% du PIB hors gendarmerie. Avec la Grande-Bretagne, ce sont des moyens militaires et surtout humains qui faussent compagnie aux 27. Le sursaut européen passe du coup par une redéfinition de la défense. Nous devons ensemble prendre en charge la protection de nos intérêts. Au cours des 10 dernières années, nous avons participé à plus de 30 missions militaires et civiles de l'Union européenne. Mais sans structure permanente, nous ne pouvons pas agir de manière efficace. Il faudra que nous nous dotions d'un quartier général unique au sein de l'Union européenne. Après la France, les autres puissances dans l'ordre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, représentent la quasi-totalité des dépenses militaires. Mais les pays de l'Est, pour l'instant hors jeu, pourraient se réinvestir par peur du voisin russe. Et la question du financement demeure. Autre frein à cette collaboration, l'OTAN. Cette organisation pourrait craindre l'émergence d'un bloc concurrent, garantissant la sécurité européenne par des Européens. Alors on n'en est pas quand même à une armée européenne, on voit bien, on est même loin. Mais ça permettrait peut-être, les pistes qu'on avance, de solliciter les fameux groupements tactiques dont on a parlé de l'Union européenne, qui sont opérationnels depuis 2007 et qui n'ont jamais servi. C'est quand même quelque chose de flagrant. On fait des choses qui ne servent à rien. Je crois que nous devons faire en sorte d'avoir une organisation structurelle nouvelle qui permette de mutualiser nos efforts pour construire cette Europe de la défense. Et là, nous sommes en pleine actualité. D'ailleurs, Jean-Claude Juncker, dans son intervention à Strasbourg il y a quelques jours, il l'a dit, nous avons la possibilité de mettre en œuvre une coopération structurelle prévue dans le traité de Lisbonne. Votre voisin, il a parlé du groupe de Visegrad. Répétons pour nos téléspectateurs qui ne savent pas toujours. Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, qui viennent en effet maintenant de s'intéresser à ce domaine de la défense, alors que jusqu'à présent, ils étaient très attachés à l'idée que c'était l'OTAN seulement. Et puis, ils ne voulaient pas aller dans les battle groups créés en 2003. Maintenant, c'est face à la Russie, en quelque sorte. C'est parce que vous avez une grande peur de la Russie, non Premièrement, nos pays, il était pour la défense européenne et otanique, si vous voulez, depuis le début. Ce n'est pas nouveau. Et deuxièmement, la proposition allemande et française va dans une bonne direction, mais elle est trop modeste. Elle fait face seulement aux dangers non militaires, donc terrorisme, questions médicales, transportation, très bien, et fait face seulement aux dangers venant du Sud. Elle ignore complètement les dangers militaires venant de l'Est, tels que l'invasion russe. Une fois en Géorgie, nous étions absents.
Deuxième fois, en Ukraine, nous sommes absents en termes militaires. Donc il faut vraiment une réponse militaire aux défis et dangers militaires, et il faut aller dans cette direction. Il faut avoir des capacités, mais d'abord il faut avoir une perception commune des dangers. On n'a pas les mêmes orientations stratégiques. Il vous non, redit non, que votre pays, Gilles Pargnot, la France, elle est orientée sur le Sud et elle veut imposer cette forcément, vision. pas du tout. Non, Pas du tout. Général. Non, justement, la France, excusez-moi, monsieur. Non, mais vous avez raison. le député, la France, elle n'est pas du tout orientée uniquement vers le Sud. Non. Elle s'intéresse au Sud parce que personne d'autre s'y intéresse. Bien sûr. Le dialogue méditerranéen, il était délaissé. Il n'y a que la France qui l'a promu, l'Allemagne a suivi, puis il s'en est désintéressé aussi. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'inverse qui se produit. Ouais. On s'intéresse trop à l'Est. Vous parlez de la Géorgie, c'est bien sûr la Géorgie. Alors il faut s'opposer à l'armée rouge maintenant, il faut aller secourir la Crimée, ramener la... Est-ce que c'est le rôle de l'Europe aujourd'hui de faire tout ça? Montrer notre volonté, c'est certain. Vouloir croiser le fer directement avec la Russie, je ne pense pas que ce soit une bonne opportunité. Ce serait une erreur politique. D'ailleurs, moi, je suis membre ici au Parlement européen de la sous-commission défense et sécurité. On a, depuis cette dernière année, bon nombre de débats avec les autorités de l'OTAN, qui, bien évidemment, sont présents sur ce front est de l'Europe et qui est engagé dans une sécurité. Alors, est-ce que les Américains ne sont pas en train de se désengager plutôt Par rapport à ce que vous disiez, excusez-moi, être dans l'Europe de la défense pour éradiquer les terroristes dans le Sahel ou au Moyen-Orient, on est là dans une opération militaire contre eux. Ils ont levé policière. Non, militaire. Ils ont malheureusement, ils sont surarmés. Ils ont la possibilité d'attaquer et de tuer. Ça a été le cas, j'étais mi-juillet à Bamako, au Mali. Derrière les lignes de l'opération Barkhane française et d'AMINUSMA de l'ONU, eh bien, un groupe terroriste de la Al-Morabitoum a attaqué un camp militaire malien pour tuer plus de 20 personnes, 20 militaires. C'est une véritable guerre que nous devons mener. On n'a pas, en effet, vous n'avez pas surarmés. d'accord sur le diagnostic et sur la vision stratégique. En général, les soldats polonais étaient avec vous au Mali et en République centrafricaine. Oui, Donc vous n'êtes pas seul. Oui, bien sûr. Je plaide seulement pour que la défense européenne fasse face aux dangers sud et est, et pas seulement sud, et pas seulement non militaire, aussi militaire. Alors, Et si nous pouvons nous mettre d'accord là-bas, Alors, et pourquoi nous n'avons pas envoyé nos missions militaires sur le territoire géorgien pour prévenir ce qui se passait? Alors je suis d'accord avec Le vous. Parlement a demandé que ça ne soit pas fait avant l'invasion russe. Très bien. ce que vous Pourquoi nos soldats ne sont pas en Ukraine, pas se battre pour se battre avec les Russes, mais dans l'est de l'Ukraine, de En protéger la mission OSCE, par d'observateur. exemple. progressons un petit peu dans cette... On a compris qu'on ne vous réconciliera pas sur la vision stratégique vis-à-vis de la Russie. En revanche, c'est vrai que par exemple, on parle aussi, on envisage des ressources propres alors projetables sur les terrains d'opération en matière sanitaire. Et on ne comprend pas bien pourquoi, par exemple, à Bangui, en Centrafrique, en ce moment, on est obligé de recourir à un dispensaire dans la campagne serbe parce qu'aucun pays membre n'a voulu participer à l'effort pour avoir des ressources sanitaires. Donc on a des armées, mais en plus, pour être soigné, c'est compliqué. Ah ben alors, tenez, là, c'est très simple. D'un côté, on parle de mission, on parle d'engagement, de guerre même. Puis de l'autre côté, on oublie la chose très terre-à-terre, sur laquelle je voudrais que l'on revienne tous. Avec quoi? Quels sont les moyens? Qui dispose des moyens? Ces moyens sont-ils adaptés? Ce sont les capacités dont il faut parler. Ce n'est pas de 60 000 hommes dont on a besoin. On a besoin de moyens, de capacités de renseignement, de capacités de transport, la 400M, de satellites, de drones. Ça, c'est autre chose. Et vous parliez justement de la partie du volet sanitaire. Mais qui est en mesure de fournir du volet sanitaire? Que ceux qui en ont la compétence. Actuellement, sont les Français. Il y a les Britanniques. Les Allemands nous ont rejoints sur ce terrain-là. Mais fournir une assistance sanitaire dans les pays du Sahel, c'est tout un savoir-faire. Je ne suis pas médecin,
mais je peux vous dire que c'est très compliqué. Alors, Alors, il ce faut avoir les qui est moyens. très compliqué, vous l'avez dit, c'est aussi en termes budgétaires. Pour conclure aussi, on s'est engagé au sein de l'OTAN à avoir un budget de 2% du PIB dédié à la défense, c'est-à-dire à le rehausser par rapport à nos 1,8%, avec, on le sait bien, une crise économique qui a impacté nos budgets en général, en France en particulier. Est-ce que ces engagements-là aussi, d'investir plus dans la défense, ils vont tenir ? Et il faut absolument que l'ensemble des États membres puissent être à ce niveau de 2%. J'étais la semaine dernière avec Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense française, qui a rappelé que mettre en place une politique de la défense en Europe et hausser le niveau dans les États membres, c'est aussi investir dans l'industrie de la défense qui est aussi pourvoyeuse d'emplois. Et donc je pense que c'est très intéressant de participer à la croissance économique de chaque État membre en permettant à l'industrie de défense de hausser le niveau. On a les moyens de nos ambitions budgétaires alors qu'on est en pleine restriction ? La Pologne dépense 2%. Estonie, oui. Grèce et le Royaume-Uni. Tous les autres, ils dépensent 1%, 1%. C'est pas juste, parce que certains pays portent un fardeau lourd, tandis que les autres, non. Il faudrait faire avec ça quelque chose, par exemple, favoriser les dépenses militaires en dehors de règles de déficit budgétaire. Ce que je proposais, ce qui ne passe pas, parce que cette orthodoxie budgétaire ne le permet pas, et c'est la sécurité qui est numéro 1. Il faut vivre avant de consommer. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat sur la défense. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on le poursuit aussi en seconde partie, juste après le journal télévisé en compagnie d'Arnaud Danjean, qui s'occupe aussi beaucoup de ces questions. Il est notre grand invité juste après la pause. Alors voilà, c'est ça